Je propose qu'on passe immédiatement à notre première table ronde qui va porter sur l'état des lieux et l'actualité des retraites supplémentaires, mais avec une question, quelles attentes? Et pour cela, on va avoir 3 intervenants qui vont me rejoindre. Donc Christian Giner, qui est contrôleur général des armées, Olivier Schmitt, qui est également contrôleur général des armées, mais qui est maintenant secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire. Alors je fais l'appel, c'est pour qu'il me rejoigne ici. Et puis Jean-Jacques Barboul, s'il est arrivé, mais je crois qu'il est arrivé parce qu'il arrive de Biarritz et il y avait les avions, qui lui est directeur de la stratégie du paritarisme chez Alliance France. Oui, et c'est Jean-Claude, parce que moi, on m'a mis Jean-Jacques ici et j'ai Jean-Claude sur l'écran, et c'est Jean-Claude, en effet. Et avant qu'ils prennent la parole, vous allez voir un petit film qui a été réalisé avec, justement, des attentes exprimées par des ressortissants de la communauté défense-sécurité. 7 témoignages, un policier, un militaire, un gendarme, un ayant droit, un pompier, un douanier et un personnel civil du ministère de la Défense. Voilà, un petit film. Je suis le major Evelyne Verdon-Buan de l'École nationale des sous-officiers d'active. Je m'appelle Julien Reynaud, je suis gestionnaire RH à la Direction générale des douanes. Je suis Frédéric Veil, j'ai 56 ans. Mon père a été militaire pendant 2 ans et demi à la fin des années 50. Régine Treflès, personnel civil du ministère des Armées. Je m'appelle Johan Hazard, je suis adjudant à la garde républicaine, affecté au sein de la maison militaire de l'Assemblée nationale. Stéphanie Huard-Ledemay, je suis brigadier chef au sein du SCE, service du contrôle et de l'évaluation sur Paris. Je suis le lieutenant-colonel Bertrand Douville, je suis chef du pôle potentiel humain au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. J'ai commencé à me préoccuper de ma retraite lorsque mon mari est parti lui-même à la retraite, c'est-à-dire il y a 3 ans, où là nous nous sommes aperçus que nous allions avoir une grosse décote sur son salaire actuel. Je me suis occupée finalement de réfléchir à ce qu'allait pouvoir être ma retraite il y a 1 an. Alors on a commencé à s'occuper de la retraite effectivement il y a 2-3 ans. Moi j'ai commencé à m'occuper de ma retraite à 40 ans, donc il y a à peu près 1 an et demi. Je suis occupé de ma retraite assez tardivement, avec effectivement la constitution de ma famille. À partir de 40 ans, j'ai commencé vraiment à regarder de plus près ce que je pouvais organiser, non seulement pour notre retraite, mais aussi pour transmettre quelque chose à mes 2 enfants. Je suis quelqu'un qui anticipe pas mal, donc la question de la retraite est vite venue à mon esprit. Et l'élément déclencheur, ça a été l'intervention d'un gestionnaire en patrimoine qui nous a été conseillé par le biais d'amis, qui nous a orientés sur une préparation pour notre retraite. L'année dernière, mon père a eu de gros problèmes de santé et du coup, j'ai été amené à regarder de beaucoup plus près la gestion de leurs comptes et de leur prévoyance. Et du coup, ça m'a également poussé à regarder de manière beaucoup plus approfondie ma manière d'envisager et de gérer mon avenir de ce point de vue-là. À l'occasion de mon divorce, en fait, je me suis dit que maintenant que j'allais être potentiellement seule au moment de ma retraite, j'avais plutôt intérêt à m'en occuper et à prévenir des futurs problèmes. Je pense que le meilleur conseil que l'on puisse donner pour la préparation de la retraite, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. C'est-à-dire placer de l'argent ou s'en occuper au moins 10 à 15 ans avant. Dès que je le pourrais, c'est d'être propriétaire de sa résidence principale, de façon à plus avoir à payer de loyer, ou alors au moins de placer régulièrement dans une assurance vie ou un plan épargne retraite ou un contrat similaire. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut préparer sa retraite, c'est d'essayer de trouver le maximum d'informations, de trouver des correspondants s'il a la chance d'en trouver sur place, ou alors et de prendre si possible une complémentaire afin d'assurer ses arrières pour plus tard. C'est peut-être de prendre son temps, c'est-à-dire de le faire à son rythme. Je pense qu'on n'a pas forcément tous les mêmes attentes, les mêmes envies, et que ça se construit probablement selon un timing qui est propre à chacun. Je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de faire appel à des gens qui étaient compétents en la matière, et donc du coup de faire appel à des organismes spécialisés. De manière à pouvoir partir à la retraite dans les meilleures conditions.
Alors, mes besoins, mes attentes quand j'ai commencé à m'occuper de ma retraite, c'est de pouvoir avoir un complément de revenus pour anticiper une baisse de revenus qu'on craint plus ou moins importante. Alors, mes attentes concernant la retraite ou mes préoccupations, en fait, c'était un peu compliqué. Puisque nous montons notre dossier de retraite, on le vérifie. Néanmoins, dès l'instant où l'on quitte l'institution, on n'a plus de numéro de téléphone, plus personne vers qui se tourner. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas grand monde qui puisse m'expliquer le système de retraite dans la police. Peut-être qu'il faut prendre contact avec les RH, mais ce n'est pas explicite comme information. On aurait aimé, quand nous sommes en école gendarmerie, avoir une information sur justement la préparation à la retraite, quels sont les systèmes et les moyens que l'on peut mettre en œuvre afin d'avoir une retraite convenable. C'est surtout un accompagnement humain qui pourrait être sous forme d'une liste à faire au moment de la retraite. Le constat qui est généralement fait, effectivement, c'est que pour des sapeurs-pompiers professionnels, dont une très grande partie bénéficie d'un logement par nécessité absolue de service, le pouvoir d'achat entre une situation d'active et une situation de retraité est quasiment divisé par 2. D'où la nécessité impérieuse, effectivement, de préparer sa retraite. Il me semble qu'il n'y a pas de règle en tous les cas et que c'est à chacun de construire, mais en tous les cas, il faut y réfléchir, c'est certain. C'est pour ça que nous sommes là. Ah, vous pouvez applaudir aussi les 7 participants. Et j'y pense, on peut faire un petit sondage rapide, vous allez voir. La question est, qui a commencé à penser à sa retraite avant 40 ans et qui a commencé à y penser après 40 ans? Alors évidemment, ceux qui ont moins de 40 ans, la question est compliquée, mais vous allez lever la main, ceux qui ont commencé à y penser avant 40 ans. Bon, et ceux après 40 ans? Ouais, quand même, il y a plutôt des prévoyants dans la salle. Bon, ceci dit. Je me tourne vers Christian Giner, qui est donc contrôleur général des armées et administrateur de Jonction, pour connaître sa réaction par rapport à ce petit film qui leur avait été envoyé au préalable, et aussi pour lui demander pourquoi avoir mis en place une commission sur ce thème chez Jonction. Alors, écoutez, moi j'ai trouvé ce film assez intéressant parce que ça montre une grande diversité à la fois de générations et de situations professionnelles, même si ce sont tous évidemment des agents publics. Alors au-delà de cette diversité, il y a une certaine homogénéité, je dirais, des préoccupations et des interrogations de chacun de ces intervenants. Ces interrogations et ces préoccupations, finalement, elles sont dues évidemment à une prise de conscience quelquefois tardive, et le sondage rapide que vous avez fait dans la salle peut effectivement le montrer. Et c'est dû également à un environnement assez changeant, puisque assez évolutif, puisque nous avons eu la loi Pacte, déjà en 2019, qui est venue modifier sensiblement le dispositif de prévoyance et de retraite. Nous avons, le président l'a évoqué tout à l'heure, un projet de réforme des retraites qui n'a pas abouti et qui sera certainement repris dans les mois ou les années à venir. Donc c'est un environnement assez interrogatif finalement pour la suite. Et donc ce qui apparaît dans ce court métrage, c'est, je dirais, 3 points particuliers. C'est tout d'abord un besoin d'information des agents. Deuxièmement, un besoin d'anticipation. Et troisièmement, je dirais un besoin d'accompagnement, etc. Voilà. Alors, ces trois besoins, évidemment, ils se conjuguent, je dirais, avec la situation personnelle de chacun. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que mon camarade Olivier Schmitt, par exemple, en matière de conditions militaires, le fera certainement mieux que moi. Mais il est bien évident que le statut, les statuts des agents de sécurité défense sont très variables entre un militaire, un policier, un sapeur-pompier, par exemple. Évidemment, ce sont trois statuts différents.
Et puis la situation personnelle de chacun. Voilà. Donc tous ces points, je pense, légitiment complètement l'action de Jonxiot pour sensibiliser les agents et les informer. Et c'est ce qui explique d'ailleurs en partie la constitution de ce comité de travail sur les retraites qui a pas mal travaillé et qui est en train de rédiger un rapport assez substantiel là-dessus. Je vais peut-être laisser la parole. Je vous en prie, vous avez d'ailleurs presque fait la liaison avec votre camarade qui est secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, Olivier Schmitt, pour qu'il réagisse lui aussi à cette petite vidéo et qu'il nous fasse part des attentes et des attentions de la communauté militaire. Merci beaucoup. Alors, je suis donc le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous savent ce qu'est le Conseil supérieur de la fonction militaire, mais vous avez le droit, c'est comme le comité de suivi des retraites. Également pour définir ce que c'est. Donc c'est un conseil supérieur qui a été créé il y a à peu près 50 ans et qui est chargé de donner son avis sur toutes les questions à caractère général qui touchent à la condition militaire. La condition militaire qui englobe les divers aspects de la vie d'un militaire, sa famille également, mais également les aspects après le départ de l'armée, et donc en particulier la retraite, et ça a toute son importance. Et c'est ainsi que le CSFM, donc c'est son abréviation, le CSFM a pu, à l'occasion des différents projets de retraite, et encore récemment en janvier 2020, émettre des avis sur les projets de loi qui touchent aux pensions militaires de retraite des militaires. Alors, cette vidéo, ces interviews, ces 6 ou 7 interviews, moi, je les ai trouvées effectivement très diverses, comme l'a dit mon camarade Christian. J'ai trouvé ça très, très riche parce que on assiste à une prise de conscience qui est présentée par tous les intervenants, qui est essentiellement tardive et puis visiblement récente également. Alors, j'aimerais revenir sur ces mots tardive et récente. Sachant que je ne parlerai pas d'un autre parti, parce qu'il me semble clair qu'en matière financière, toute décision, donc tous les instruments financiers qui peuvent être utiles pour se constituer un capital, effectivement, sont directement liés au temps. En matière de finances, plus on anticipe, plus on est précoce, mieux, bien sûr, mieux c'est. Alors tardive la prise de conscience, on le voit, c'est un événement familial, un divorce pour certains, la situation d'un père pour l'autre, après 40 ans pour la plupart, à part un qui lui a anticipé un peu plus. Et ça, c'est très intéressant parce que cette question de prise en compte, le CSFM, et là je vais revenir sur du vécu, a longtemps discuté, échangé avec les plus hautes autorités du ministère des Armées pour savoir si les militaires, quand ils s'engageaient, est-ce qu'ils pensaient déjà ou non à la retraite. Alors certains disaient non, c'est au bout de 10 ans, c'est au bout de 15 ans, c'est un facteur d'ailleurs de fidélisation d'une certaine catégorie, alors que les membres du CSFM, eux, disaient non, c'est un élément essentiel dès l'engagement. Alors bien sûr, on voit très vite que quand on parle de retraite, on ne parle pas de niveau de retraite qui sera liquidé à un âge élevé, on parle tout de suite de la prise en compte de cette dimension de retraite, et tous les agents qui ont été présentés, tous les agents publics qui sont interviewés, d'ailleurs, sont de droit dès leur début de fonction dans un système des retraites. Ils ont tous le régime de droit commun de la fonction publique. Et c'est amusant qu'en fait, ce régime de droit commun de la fonction publique, normalement, est censé leur offrir une certaine, si je peux dire, une certaine garantie sur la retraite. Mais malgré tout, à 40 ans, ou assez tardivement pour la plupart, ils découvrent que finalement, ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez, qu'il va y avoir un décrochement vis-à-vis, lorsqu'ils sont à la retraite, vis-à-vis de leur train de vie. Le pompier dit très bien, le lieutenant-colonel qui travaille dans les services d'incendie et de secours, le dit très très bien. Lui, il est logé en as, il a des habitudes de vie, et en fait, ce qu'il craint, c'est le décrochement, c'est la perte de revenus, et il estime à 50%, je crois que c'est le chiffre que j'ai retenu. Et donc, tous ont conscience, dès l'origine, d'être dans un système qui les protège déjà, mais tous prennent conscience que ce système n'est pas suffisant. Et c'est très intéressant, cette démarche. Ensuite, on voit qu'un autre élément qui est la prise en compte assez récente. Et donc, ils l'apprennent récemment, il y a 2 ans, à 40 ans, plusieurs l'ont prononcé. Et en fait, là, moi, je voudrais insister sur l'effet miroir de l'actualité.
En fait, pour que cette prise de conscience arrive, il faut effectivement en parler des retraites. Et plus on en parlera, le plus tôt possible, plus les personnes prendront conscience des risques de l'assurance vieillesse, justement, peuvent présenter pour eux. Alors ensuite, et pour revenir sur les militaires, la condition militaire que je connais bien, le système de pension militaire de retraite des militaires est particulier. Il est certainement pas assez connu des militaires, il est essentiellement méconnu des non-militaires. Et il présente une particularité qui le rend difficile à appréhender. Difficile à appréhender parce qu'en fait, il a un caractère dual, essentiellement dual, c'est-à-dire que les armées sont constituées par, pour l'essentiel, de personnes qui restent 17 ans, enfin 15 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans dans les armées, enfin 27 ans aujourd'hui, et qui ensuite doivent quitter ou quittent volontairement, c'est ce qu'on appelle le modèle de RH de flux. Et en fait, à ce moment-là, le système de retraite des militaires, c'est plutôt un système de reconversion, c'est parce que derrière ça, il y aura une deuxième vie civile, donc certainement une deuxième retraite, de nouvelles cotisations. Et puis pour les personnes qui restent au-delà de ces échéances, 17, 27 ans, des gens comme moi par exemple, mais un certain nombre de personnes dans cette salle également, à ce moment-là, ça devient un système d'assurance vieillesse. Vous voyez ? Et ça, c'est très difficile pour le faire comprendre à l'extérieur. Et je pense que quand on fait une réforme majeure, comme c'était le cas du projet sur le système universel de retraite, eh bien, cette méconnaissance des particularités militaires et donc des besoins d'un outil adapté pour le modèle des armées est quelque chose qui n'est pas pris en compte au début, qui est mal compris. Et puis c'est vrai que c'est difficile de l'emboîter dans le système de tout le monde. Voilà. Et ça a été une des difficultés, et ça restera certainement à l'avenir également une difficulté. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Avant de passer la parole à Jean-Claude Barboul, je prends rapidement 2 questions qui portent sur les militaires. Donc une chacun, vous la choisirez, comme ça c'est parfait. Qui, au sein des armées, pourrait tenir un rôle de conseil en matière de retraite ? Et deuxième question, on parle de sensibilisation des agents, n'est-ce pas les chefs qu'il faut sensibiliser ? Christian Giner, pour commencer. Oui, moi je veux bien y répondre. Celui qui commence peut choisir sa question, oui. C'est bien. Alors, moi je peux répondre sur la sensibilisation des chefs versus les militaires. C'est tout ce que je vous disais, les échanges que le CSFM a eu avec les plus hautes autorités. Certains pensaient que c'était un facteur de fidélisation et les membres du CSFM pensaient que c'était un facteur d'attractivité. C'est-à-dire que le militaire, quand il s'engage, il y pense déjà parce qu'il sait que sa vie militaire sera courte et qu'ensuite il y aura une deuxième retraite qui devra se constituer. Voilà. Ça, c'est un élément qui est, alors peut-être pas assez fort, mais les membres du CSFM pensent que c'est réel pour un grand nombre. Malgré tout, c'est pas parce que c'est su qu'il ne faut pas faire des efforts complémentaires d'information. Et puis de l'autre côté, la haute hiérarchie militaire, si je puis dire, elle s'inscrit essentiellement dans la retraite longue, comme je vous le disais, c'est-à-dire le fait que ce n'est pas un système de reconversion, mais peut-être un système de retraite comme tout à chacun, et donc peut avoir des difficultés peut-être à passer le message, même si je crois que tous ont le souhait que les militaires de tout grade soient bien au courant de leurs droits. Ça, j'en suis certain. La deuxième question alors était, au sein des armées, qui peut tenir un rôle de conseil en matière de retraite ? Alors, moi, il me semble que la question comporte un élément de réponse. En tout cas, je vais vous donner, moi, mon opinion là-dessus. Il est d'usage dans les armées que ce soit la chaîne hiérarchique, soit le chef, qui informe ses subordonnés sur la condition militaire. Ça, je dirais, c'est le principe, et c'est un rôle essentiel du chef. Alors, sur la question des retraites, c'est un peu plus compliqué parce que c'est après la carrière, c'est en dehors de la carrière. Alors évidemment, on peut supposer que ça fait partie, je dirais, du rôle du chef d'informer sur les conditions pour partir à la retraite. Je pense qu'il faut essayer de faire simple, et je pense que le rôle du chef et donc, on va dire, des services RH ou peut-être de l'action sociale, le directeur de l'action sociale est là, ça peut être différents acteurs, soit de la chaîne hiérarchique, soit effectivement de la chaîne sociale, qui peuvent apporter des éléments. Mais je pense que le rôle le plus important appartient à l'agent lui-même. C'est lui qui doit chercher l'information. On doit certainement le sensibiliser
Et là, j'en reviens au rôle de Jonction. On doit le sensibiliser, et après, il appartient effectivement aux militaires d'aller chercher lui-même l'information, ce qui est beaucoup plus facile aujourd'hui, je dirais, qu'il ne l'était pour nous quand nous étions jeunes militaires, évidemment. Parfait, merci beaucoup. Alors, après les militaires, le privé, Jean-Claude Barboul, comment vous réagissez alors aux petites vidéos que vous avez vues ? Déjà, bonjour à toutes et à tous. J'ai trouvé que c'était quand même un condensé assez intéressant. Sur quelques minutes, on a quand même un certain nombre de préoccupations que nos concitoyens ont. Et je résumerai un peu la retraite, c'est quand, comment et combien. Et du coup, quand on se pose ces questions-là, ce qui remonte un petit peu, et d'ailleurs ce que Olivier Schmitt et ce que Christian Giner ont dit, quelle est l'anticipation ? Comment on anticipe ces questions de retraite ? Et on a vu des gens de différents âges, en tout cas apparemment, on voyait qu'ils n'avaient pas la même sensibilité. J'ai trouvé que Régine, elle disait qu'il fallait le faire à son rythme, et je pense que c'est important de le faire à son rythme et de s'aider avec d'autres personnes. Johan parlait de pédagogie, ça résonne tout à fait à ce que disait Christian Giner sur comment on permet d'appréhender le système. Et puis, ce que disait M. Blanchet, quand même, ça représente 14 points de PIB aujourd'hui. C'est quand même un système important, donc il faut quand même s'en occuper de manière importante. Et pour le citoyen, c'est comment on organise un peu les choses quand même, comment on fait pour que la personne appréhende le système. Et là, tout le monde l'a quand même mis en avant dans le film, c'est qu'il faut se faire aider. Il faut absolument avoir des personnes qui soient compétentes pour déjà un petit peu défricher le système. On reste presque un quart de siècle quand même en moyenne en retraite, donc c'est une partie très importante de la vie. J'ai trouvé intéressant le douanier là, parce qu'il semble être le plus jeune et lui, il s'y prend très à l'avance. Mais il parle d'épargne, mais pas d'épargne automatiquement tout de suite financière, mais d'acheter la résidence principale. J'ajouterais qu'à tout âge, il faut aussi la résidence principale ou les résidences principales. On peut aussi avoir dans les années qui viennent peu d'autonomie altérée, donc il faut aussi organiser tout ça. Et donc l'achat de la résidence principale est une forme d'épargne intéressante. Et là aussi, avec quelqu'un qui peut nous guider, on comprend tout de suite dans le reste ce qui va rester après la retraite. Ne pas payer un loyer, effectivement, ça a une influence relativement importante. Donc je pense que c'était intéressant de voir dans ces quelques minutes un panel de la vraie vie en fin de compte. Alors je prends une réaction et une question qui peut directement vous intéresser là dans vos fonctions chez Allianz. Alors la remarque, devenir propriétaire d'un bien immobilier devrait être un objectif prioritaire, entre parenthèses, capitalisation et sécurisation de la famille. Et 3 petits points, conseil de banquier mutualiste. Donc il y a un banquier mutualiste dans la salle. Je ne vous demande pas de réagir, Jean-Claude, je vais directement sur la question qui va vous intéresser. La capitalisation est une forme d'épargne. Qu'est-ce qui justifierait de passer par un assureur plutôt que d'investir directement dans la pierre ? La question plus large, c'est Allianz là-dedans. Ah oui. Allianz, c'est un ensemblier de la protection des biens, la protection de la personne. Donc effectivement, on peut avoir voix au chapitre et pouvoir, entre guillemets, apporter des conseils. De manière un peu plus particulière sur le public qui nous concerne ce soir, c'est que on accompagne depuis longtemps les personnels de la défense et de la sécurité. On a une équipe dédiée, près de 120 personnes qui sont sur le terrain et qui aident les personnes. Donc la question de l'investissement dans la pierre ou sur un investissement de très long terme, et puis surtout dans un investissement qui doit être garanti, puisque si à 70, 80 ans, on me dit « Ah, excusez-nous, vous avez investi dans ce qu'il ne fallait pas », un assureur a des obligations, il a une vraie capacité à pouvoir mobiliser tout type de support et pouvoir répondre justement à ces questions quand on est en retraite, d'une forme de stabilité des revenus et d'être sûr que les revenus seront là quand on en aura besoin. Alors, pour conclure cette table ronde, je prends une dernière question. Vous voyez, ça fait de l'interaction avec la salle. Pensez à vous connecter pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Mais comme il faut tenir le temps, vous avez droit à une phrase ou 2 maximum pour y répondre. Ne croyez-vous pas que ces questions devraient être évoquées dans le système éducatif ? Si vous dites tous les 3 oui, c'est réglé, mais vous avez droit à une phrase chacun. Jean-Claude. Oui, mais comment ? Je pense que la question, c'est comment ?
c'est quoi le système éducatif? Je veux dire, non, à quel niveau? À quel niveau? Je veux dire, si c'est en école militaire, je dirais oui, certainement. Maintenant, au lycée, je ne sais pas si ce serait pertinent. Olivier Schmitt. Moi, je pense que c'est quand l'autonomie de la personne arrive, quand on quitte le foyer familial, quand on n'est plus nourri par ses parents, c'est là qu'il faudrait faire une action bien précise, parce que voilà, c'est à nous de nous nourrir pour le restant des jours après. Parfait, je crois que nos 3 intervenants ont droit aussi à des applaudissements. Merci beaucoup.